enchanté, je suis Damien Vercher, je suis responsable gestion et finances chez Synertiel. On s'est déjà peut-être croisé sur un précédent webinaire Ciel, et cette fois-ci, je vais avoir le plaisir de vous accompagner durant 1 heure sur le thème un peu sensible, qui est le RGPD. Ce RGPD nous concerne tous, et cela aussi vous concerne, donc vous, les artisans et chefs d'entreprise du bâtiment et du confort donc dans l'habitat. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres RGPD? Si vous collectez ou bien traitez des données personnelles de clients, de fournisseurs ou de salariés, alors vous êtes forcément concerné par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Ce RGPD est rentré en vigueur il y a déjà plus de 3 ans, puisqu'on était en mai 2018, le 25 mai 2018 pour être précis. Donc c'est un règlement européen et qui est directement applicable pour toutes les entreprises et strictement obligatoire depuis cette date. Donc le RGPD prévoit un certain nombre de sanctions en cas de non-respect ou d'une violation ponctuelle constatée. Et ces sanctions qui ne sont pas non significatives, puisqu'elles peuvent représenter jusqu'à 4% du chiffre d'affaires des sociétés, ce qui est quand même assez important quand on parle de 4% de chiffre d'affaires. Il est donc essentiel de bien s'assurer de respecter ce RGPD, d'une part de se mettre en conformité, mais également de s'assurer que les pratiques de votre société restent conformes au RGPD sur toute la durée de vie de celle-ci. Alors aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet hautement critique en l'articulant autour de 2 grands axes, à savoir pour commencer un axe autour de la conformité de ce RGPD avec des actions à mettre en place, et dans un second temps, nous verrons le contrôle que font les institutions et les sanctions qui sont appliquées. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'experte en RGPD qui va nous accompagner ce soir, je voulais juste vous indiquer que, comme d'habitude, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit à l'aide du bouton questions et réponses en bas des écrans et tout au long de l'intervention. Sachez qu'à ces questions, nous y répondrons de façon groupée lors d'un temps d'échange à la fin de ce webinaire Ciel. Donc, en notre compagnie ce soir pour parler de ce sujet RGPD, nous sommes accompagnés par Petrana Mintseva, qui est chargée des affaires juridiques chez Synertiel. Petrana, pour qui le RGPD n'a maintenant plus aucun secret. Bonsoir Petrana, je te laisse prendre la parole pour ce sujet qui est d'actualité depuis maintenant 3 ans donc, et qui est hautement sensible. Oui, bonsoir Damien, merci beaucoup pour ton introduction. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir aux adhérents du réseau Synertiel. Je suis ravie d'être avec vous ce soir et de pouvoir partager 1 heure qui sera consacrée à la question de la protection des données personnelles. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Eh bien, comme l'indiquait Damien, à juste titre, le règlement général sur la protection des données est entré en vigueur il y a 3 ans déjà, et il est applicable aux entreprises. Et puis, si on lit bien le dernier rapport de la CNIL pour l'année 2020, on peut constater qu'il y a de plus en plus de personnes, donc selon les estimations de la CNIL, 90% environ des personnes sont sensibles à l'enjeu de la protection de leurs données personnelles. Il y a 70% des personnes qui connaissent l'autorité de contrôle, donc la CNIL. Et donc aujourd'hui, en 2021, les personnes n'ont plus seulement entendu parler du RGPD, ils connaissent leurs droits de plus en plus et ils n'hésitent pas à les exercer. C'est pour cela qu'il est primordial de consacrer du temps à la question et justement de mettre en œuvre des actions de base pour se mettre et rester en conformité. Puis la CNIL le sait bien, ça fait déjà 3 ans que la réglementation est en vigueur, donc à l'avenir, elle sera de moins en moins clémente lors de ces contrôles. Il est donc important de se mettre en conformité, comme on vient de le dire. Et pour vous aider dans cette mise en conformité, nous allons revenir sur quelques actions de base, sur quelques actions simples que vous pouvez mettre en œuvre pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, afin de procéder donc à cette mise en conformité. Et donc, nous allons ce soir aborder successivement dans une première partie
donc ces actions. On va commencer par le registre des activités de traitement. On va ensuite parler des droits des personnes, des usagers, et comment permettre à ces personnes d'exercer effectivement leurs droits. Nous allons ensuite passer un peu de temps sur les mentions obligatoires qui doivent figurer sur votre site Internet, puisque aujourd'hui, la conformité en ligne est très importante et nous allons voir pourquoi. Et ensuite, je vais vous indiquer un outil d'auto-évaluation qui a été élaboré par la CNIL pour vous aider à vous situer. Et dans la seconde partie, nous allons aborder la question des contrôles de la CNIL et des éventuelles sanctions. Alors, avant de démarrer donc, ce webinaire ciel, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous poser une question. Hein. Donc, cette question s'adresse à tous les présents ce soir. Et donc, cette question est 3 ans après l'entrée en vigueur du RGPD, est-ce que vous estimez être en conformité au regard de la réglementation applicable? Donc, vous avez quelques secondes pour nous donner une réponse. Donc, les résultats sont bien évidemment anonymes. Vous pouvez donc nous répondre en cliquant sur oui ou non, ou fermer la fenêtre par la petite croix si vous ne souhaitez pas apporter de réponse à cette question-là. C'est un sujet intéressant. Ce que je voulais vous dire, c'est que il y a un baromètre RGPD donc, qui a été publié cette année, donc, suite à une enquête qui a été menée au mois de mai. Et selon les résultats de ce baromètre, et donc, qui est fait en partenariat avec les éditions Lefebvre-Dalloz, il s'avère que plus d'une entreprise sur 2 répond à estimer avoir un bon niveau de conformité au regard de la réglementation RGPD. Alors, Damien, est-ce que de notre côté, nous avons quelques résultats? Je crois que dans notre réseau, on a des gens qui sont plus sincères puisque ils nous ont dit que non à 85%. Pour eux, ils n'étaient pas plus de 85%, même près de 90%. Ils n'étaient pas 85%, pardon. Ils n'étaient pas conformes selon eux à ce RGPD. D'accord. Bah, très bien. Donc, merci d'abord d'avoir répondu honnêtement à cette question-là. Et donc, ce webinaire ciel, du coup, retrouve tout son intérêt, en fait. Et nous allons entrer dans le vif du sujet. Avant cela, je voudrais juste faire un petit rappel concernant la définition des données personnelles et ce qu'est une donnée personnelle. En effet, donc, ce sont toutes les informations qui se rapportent à une personne physique identifiée ou identifiable qui sont qualifiées de données personnelles. Donc, une personne identifiée, c'est une personne dont on dispose le nom, le prénom, l'adresse. Donc, c'est une personne physique identifiée. Et puis, la personne physique identifiable, donc, on détient des informations sur cette personne-là et par le croisement de toutes ces informations, de toutes ces données personnelles, cette personne est identifiable. Alors, vous, dans votre activité, est-ce que vous êtes concerné par les données personnelles? Eh bien, oui. Oui, pourquoi? Puisque vous récoltez et vous traitez des données personnelles. Vous avez des données clients sur vos devis, sur les factures, sur les autres documents contractuels. Vous avez également des données relatives à vos prospects. Vous avez peut-être des fichiers avec des prospects. Vous avez certainement des contacts qui vous parviennent via le formulaire de votre site Internet. Vous avez également des données personnelles dans le cadre de vos relations avec vos fournisseurs. Et puis, vous avez toutes les données donc, personnelles concernant vos salariés. Vous êtes donc bel et bien concerné par la réglementation relative à la protection des données personnelles. Il est donc important de mettre en place des actions pour se mettre en conformité à ce titre.
Alors, on va commencer avec la première action, certainement, qu'il faut mener. Donc, c'est mettre en place, constituer et mettre en place un registre des activités de traitement. Alors, qu'est-ce que ce registre? Pour ceux qui l'ont déjà mis en place au sein de leur entreprise, donc, ils peuvent visualiser de quoi s'agit-il. Pour les autres, je vais vous montrer juste après une fiche, un exemple de fiche de registre des traitements pour vous aider à voir à quoi ça ressemble. Et en fait, votre registre des activités de traitement sera en fait, la plupart du temps, il se présente sous la forme d'un fichier Excel. Et donc, ce fichier Excel, il va être composé de plusieurs fiches et la somme de toutes ces fiches-là, relatives aux différentes activités de traitement, va constituer votre registre. Alors, sachez que donc, si vous n'avez pas encore un registre au sein de votre entreprise, sachez qu'à la CNIL, elle a mis à disposition de toutes les entreprises un modèle de registre simplifié qui est donc accessible sur son site Internet. Vous pouvez le télécharger et vous pouvez l'utiliser pour constituer votre registre. D'ailleurs, ce qui est bien également, c'est que donc, vous avez le modèle de fiche à remplir et vous avez donc toutes les indications, toutes les informations que vous devez remplir dans cette fiche-là concernant les données personnelles et l'activité de traitement en question. Alors, pour commencer à constituer votre registre, vous devez évidemment donc, procéder par identifier les différents traitements de données personnelles. Donc, dans quelle activité donc, vous traitez des données personnelles. Vous allez avoir des données personnelles évidemment dans le domaine RH, des ressources humaines, concernant vos salariés. Vous allez avoir aussi des données personnelles, comme on vient de le dire, concernant la gestion de vos fournisseurs, la prospection commerciale, la gestion contractuelle par rapport à vos clients, etc. Donc, le registre, c'est ça. La réglementation n'impose pas de format particulier. La réglementation exige uniquement que le registre des traitements soit fait sous forme écrite. Donc, il peut être en registre papier. La plupart du temps, comme je vous disais, c'est un fichier Excel. Et aujourd'hui, il existe également des outils digitalisés, des logiciels qui permettent de traiter la question des données personnelles et donc d'avoir un registre digitalisé. Alors, avant de continuer et de vous montrer donc la fiche, un exemple de fiche de registre des traitements, certains d'entre vous pourraient me dire, tout ça c'est bien, mais moi je suis une petite société, je n'ai que quelques salariés, j'ai 3 salariés, est-ce que finalement je suis obligée de mettre en place et de tenir un registre? Eh bien, sachez que la réponse est oui. La réponse est oui, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, la réglementation prévoit effectivement une dérogation concernant les entreprises de moins de 250 salariés. Mais cette dérogation, elle n'a qu'une portée vraiment très, très limitée, puisqu'elle ne concerne que les traitements de données occasionnels. Donc, tous les traitements non occasionnels, c'est-à-dire réguliers que vous effectuez dans le cadre de vos activités, vous devez les répertorier dans votre registre des traitements. Alors, voici un exemple donc, de fiche. Alors, quoi de mieux que d'aller s'inspirer de l'autorité de contrôle? La CNIL, elle a publié son registre des traitements. Et donc, là, j'ai choisi une fiche au hasard donc, qui concerne l'activité du recrutement des personnels. Parce que quand on va recruter des salariés, évidemment, on traite des données personnelles. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que chaque fiche de votre registre, elle doit comporter un certain nombre d'informations, comme notamment l'identité du responsable de traitement. Alors, sachez que le responsable de traitement, c'est votre entreprise. La fiche doit également comporter l'identité et les coordonnées d'un DPO, si vous en avez désigné un. Vous devez également indiquer les catégories de données que vous donc récoltez pour ce traitement
en l'occurrence donc le recrutement des personnels. Donc vous allez avoir toutes les données personnelles qui sont relatives à l'identité de la personne et toutes les données qui sont contenues, par exemple, dans le CV. Vous devez indiquer dans chaque fiche de traitement également les finalités pour lesquelles vous récoltez et vous traitez ces données. En l'occurrence, quand on parle de cette fiche-là de recrutement des personnels, eh bien, pourquoi on traite les données? Eh bien, c'est pour gérer les candidatures, c'est ensuite pour gérer les procédures de recrutement, pour apporter une réponse au candidat. Donc, ça, c'est les finalités du traitement. Vous devez également indiquer la base légale qui vous permet de récolter et de traiter ces données. Donc, sachez qu'il y a 4 bases légales donc, qui vous permettent de le faire. Donc, c'est le consentement de la personne, c'est l'exécution de mesures précontractuelles ou contractuelles. Vous pouvez également traiter des données personnelles en vertu d'une obligation légale ou si, en cas de présence d'un intérêt légitime pour votre entreprise. Donc, la fiche doit également indiquer quelles sont les catégories de personnes concernées par le traitement en cause, quelle est la source des données, est-ce que ce sont donc les personnes qui vous transmettent directement leurs données personnelles, et ensuite, vous devez également noter un point très important, la durée de conservation de ces données et quelles sont les mesures évidemment de sécurité technique et d'organisation que vous avez prises au sein de votre entreprise pour protéger les données personnelles. Donc, voici pour le registre des traitements. Ce qui est important de retenir, c'est que le registre constitue en fait un outil de démonstration à la conformité sur la réglementation. En fait, il fait partie de la documentation sur la conformité et en cas de contrôle, vous serez très probablement amené à le présenter et en tout cas à prouver que vous en avez un. Donc, n'hésitez pas à commencer à constituer ce registre, même si au début, il n'est pas complet et qu'il n'est pas parfait. Donc, il faut commencer à le constituer. Il faut accorder du temps. Et le registre des traitements constitue également une très bonne base d'analyse. Ça peut être une bonne entrée d'analyse en la matière de protection des données, puisqu'il permet finalement de se poser les bonnes questions. Par exemple, est-ce que je récolte plus de données personnelles que finalement me sont nécessaires pour ce type d'activité? Est-ce que je garde donc ces données pour une durée excessive, etc. Ou est-ce que, par exemple, toutes les mesures de sécurité ont été prises? Donc, c'est un excellent outil d'analyse et de pilotage. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas de registre, n'hésitez pas à aller voir le modèle simplifié qui figure sur le site de la CNIL. Vous pouvez vous y baser. Vous allez retrouver donc toutes les informations qui doivent figurer sur les fiches et vous pouvez donc commencer à constituer le vôtre. Le registre est aussi important parce qu'il va recenser donc tous les traitements de données personnelles que vous faites au sein de votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important, par exemple, pour l'exercice des droits des personnes. Pourquoi? Parce que, en fait, vous savez que la réglementation, elle confère un certain nombre de droits aux usagers. Vous les connaissez certainement tous. On va les rappeler rapidement. C'est donc le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition, le droit d'effacement, le droit à la portabilité et le droit à la limitation du traitement. Alors, si vous ne connaissez pas la signification exacte de tous ces droits-là et ce qu'ils impliquent, n'hésitez pas à nous poser vos questions et nous y reviendrons à la fin de ce webinaire. Alors, pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle des droits des personnes et de leur permettre de les exercer de façon effective? Eh bien, puisque cela fait partie certainement des actions de base que vous devez considérer pour se mettre en conformité. Nous allons le voir dans la deuxième partie de cette présentation, mais la CNIL reçoit de plus en plus de plaintes. Et les plaintes, ça provient de personnes, de clients, de prospects.
Et donc, c'est un point vraiment important et qui est en plus, qui peut être mis en œuvre de façon euh, assez rapide. Donc, qu'est-ce que cela implique de permettre l'exercice effectif de ces droits? En fait, cela implique d'abord de délivrer une information aux personnes lorsque vous collectez leurs données. Donc, c'est au moment de la collecte que vous devez les informer sur leurs droits et sur la façon dont ils ont pour les exercer. Donc, cette information-là, elle va figurer dans votre documentation contractuelle ou sur les informations, sur les mentions qui sont présentes sur votre site Internet. Ensuite, cela implique également pour vous de traiter les éventuelles demandes que vous allez recevoir. Et pour cela, il est nécessaire de réfléchir à la mise en place d'un process interne, de réfléchir ou, si vous avez la possibilité, voire même de le formaliser. Donc, ce process interne, vous pouvez le décrire simplement avec une note courte, par exemple, mais il vous permettra de connaître les étapes à suivre, en fait, pour traiter la demande d'un usager, d'une personne. Et ce process est d'autant plus important pourquoi? Parce que vous avez un délai à respecter pour traiter les éventuelles demandes qui vous arrivent. Alors, le délai imposé par la réglementation est d'1 mois. Donc, peut-être qu'un mois peut paraître suffisamment long, mais quand on n'a rien mis en place, quand on n'a pas réfléchi à comment on va gérer ces demandes-là, et le mois passe très vite. Dans certains cas, la réglementation prévoit une dérogation, donc ce délai peut être porté à 3 mois, mais c'est en cas de demande complexe, par exemple, ou si vous avez un nombre important de demandes, dans ce cas-là, vous pouvez déroger au délai d'1 mois, mais il va falloir le justifier. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à tout ça, à réfléchir qui est l'interlocuteur au sein de l'entreprise, qui est la personne qui va s'occuper de traiter ces demandes-là si elles arrivent. Et sachez que les plaintes qui arrivent à la CNIL donc concernent pour pas mal d'entre elles justement l'exercice des droits par les usagers. Donc, les personnes auront également automatiquement, si je peux dire, de plus en plus le réflexe d'aller chercher toutes ces informations sur l'exercice de leurs droits, sur qui contacter, sur votre site Internet. D'où l'intérêt aussi de s'assurer que toutes les mentions obligatoires figurent sur votre site Internet et de vous assurer de votre conformité en ligne. La première chose à faire, c'est donc de vérifier que vous avez vos mentions légales sur votre site Internet, que vous avez des conditions générales d'utilisation, que vous avez également votre politique de protection des données et la politique des cookies. Évidemment, il va falloir également travailler sur les formulaires de contact de votre site Internet pour qu'ils soient conformes au RGPD. Donc, il y a des mentions à mettre en place. Il y a le bandeau cookies également qui permet aux personnes d'accepter, de refuser ou de paramétrer les cookies, qui doit également être présent pour que vous soyez en conformité. En tout cas, l'exigence de la CNIL en la matière est simple. Il faut que l'information qui est communiquée soit claire, soit accessible pour tout le monde et qu'elle soit complète. Donc, d'abord, je vous invite à vérifier si tous ces points, toutes ces mentions sont présents sur votre site Internet qui, finalement, est la vitrine en ligne de votre entreprise. Et ensuite, donc, si vous ne l'avez pas fait, il va évidemment falloir se pencher sur la rédaction de votre politique de protection des données et sur votre politique des cookies. Alors, je vais mettre l'accent sur la politique des cookies
Pourquoi? Parce que tout simplement, la CNIL, donc elle contrôle en priorité ce point-là. En 2021, donc la politique des cookies fait partie des thématiques prioritaires de contrôle de la CNIL. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en conformité sur ce point. Vérifiez si vous avez repris des modèles de politique de protection des données ou de politique de cookies. Vérifiez bien que ces modèles soient adaptés à votre entreprise et à ce que vous faites dans votre entreprise. Donc, adaptez-les dans la rédaction et essayez de vous mettre en conformité là-dessus. Alors, pour vous aider, sachez que la CNIL, elle a publié des lignes directrices au mois de septembre dernier, donc des lignes directrices sur les cookies et autres traceurs qui sont applicables, qui étaient applicables à compter du premier trimestre 2021. Vous pouvez aller lire la délibération de la CNIL et vous en servir pour justement votre politique des cookies, qui doit contenir évidemment un certain nombre d'informations pour être conforme à la réglementation. Donc, vous devez définir ce qui est un cookie, par qui est déposé, par qui sont déposés les cookies sur votre site Internet, qui sont les destinataires des informations récoltées, quelles sont les catégories d'informations que vous récoltez via les cookies, combien de temps vous les gardez, quelles sont les finalités, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous baser sur ce document-là qui est très utile. Et donc là, on arrive à une deuxième question que je souhaite poser à tous ceux qui sont prêts ce soir avec nous. C'est de savoir, est-ce que vous avez publié une politique de cookies sur votre site Internet? Oui ou non? Et sachez que selon le sondage donc 2021 dont je vous ai parlé en début de cette présentation, c'est plus d'un site donc sur deux qui a priori a été mis en conformité, en tout cas selon les réponses données. Et donc, alors qu'en 2019 et 2020, on avait juste un tiers des sites sur lesquels donc ces documents ont été mis à jour, etc. Donc, on voit que de plus en plus, les entreprises font attention et donc mettent à jour donc ces mentions, cette documentation sur leur site Internet. Et qu'en est-il chez nous, Damien? Moi, déjà, j'ai répondu pour le compte de Synertiel parce que nous, on l'a publié, notre politique de cookies sur tous nos sites et nos plateformes. En ce qui concerne nos participants, c'est assez partagé. On a 64% de non et du coup 36% pardon, de oui. Donc la majorité dit non pour le moment. Euh, D'accord. Après, je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément compliqué à faire. C'est peut-être se rapprocher de son éditeur de site web ou de quelqu'un qui a accès pour publier cette politique. C'est vraiment une manip qui ne prend pas beaucoup de temps et qui permet, je pense, déjà de se mettre en conformité sur au moins ce point. Exactement, oui. Merci beaucoup, Damien, pour ces résultats. Et sachez que selon le baromètre donc, RGPD 2021, 65% des répondants estiment que les lignes directrices de la CNIL, dont je vous ai parlé sur les cookies et les autres traceurs, les ont aidés à appréhender les règles qui peuvent paraître parfois complexes. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous servir, à aller les lire, à voir ce qu'il y a dedans pour ajuster voilà, ce que vous avez sur votre site Internet. Et juste, je vais compléter, Petrana, avant que tu passes à autre chose. Je vous rappelle qu'on on a bien vos questions qui s'affichent dans le chat et on y répondra lors d'un temps qui est prévu à la fin du webinaire. Je vois la question de Thierry qui nous alerte sur un point. On y répondra bien évidemment tout à l'heure en fin de ce webinaire. D'accord, super, très bien. N'hésitez pas à réagir et nous, ça nous permet également de répondre à vos questions et d'échanger sur le sujet. Et c'est très intéressant justement d'avoir ce débat-là. Donc, merci pour vos questions. Alors, avant de terminer cette première partie, je souhaiterais vous parler d'un autre outil de la CNIL. Effectivement, la CNIL elle a
un rôle important de pédagogie également, hein. Elle ne fait pas que sanctionner, elle est là aussi pour aider dans la mise en place de la conformité sur la protection des données. Et donc, elle a publié un outil d'auto-évaluation. Donc, vous pouvez le trouver et le télécharger sur le site de la CNIL. Donc, c'est un document qui est assez court, qui permet aux entreprises de se situer en 5 niveaux, donc à commencer par celles qui n'ont rien fait pour se mettre en conformité, et puis jusqu'à celles qui ont des actions d'amélioration constante, qui contrôlent le processus, etc. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Pourquoi ce document est intéressant? En fait, il est à double titre. D'une part, comme je vous disais, parce qu'il permet à une entreprise de voir, d'essayer de se situer donc dans cette thématique-là de protection des données personnelles. Et puis, d'autre part, la CNIL, elle a listé 8 activités, si ma mémoire est bonne, liées au traitement des données personnelles au sein d'un organisme, au sein d'une entreprise. Et donc, vous avez un tableau qui vous permet en fait d'avoir des idées d'action à mettre en place si vous voulez passer à un niveau supérieur de maturité, ce qu'elle appelle, en gestion des données personnelles. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Donc, et d'aller vous en servir. Malheureusement, en 1 heure, nous n'avons pas le temps d'aborder tous les sujets qui sont tous les aspects de cette réglementation relative à la protection des données, donc qui est assez large finalement. Mais n'hésitez pas, allez-y, allez régulièrement sur le site de la CNIL. Elle publie des lignes directrices, elle publie des référentiels, elle publie des modèles de mention, des modèles comme je vous ai dit, un modèle de registre simplifié. Allez puiser dans toute cette documentation, servez-vous-en et surtout, encore une fois, notre conseil, c'est voilà, si vous ne l'avez pas encore fait, commencez petit à petit à vous mettre en conformité au regard de cette réglementation, puisqu'en 2021, donc, on n'a plus vraiment d'excuses pour ne pas avoir engagé 1 ou 2 actions en interne au moins. Et ça nous amène donc à la seconde partie de ce webinaire sur les contrôles et les sanctions, évidemment. Donc, quand on n'est pas en conformité au regard de la réglementation, on risque, en cas de contrôle, d'avoir des sanctions. Alors, on va commencer avec les sanctions. D'abord, quand on pense aux sanctions de la CNIL, certainement, je pense que la plupart d'entre nous ont en tête l'idée de sanctions pécuniaires. Oui, certes, la CNIL, elle inflige des amendes, mais elle peut prendre également d'autres mesures. Elle peut rappeler à l'ordre, par exemple. Elle peut aussi adresser une mise en demeure, si besoin, sous astreinte à une entreprise pour qu'elle se conforme à un tel ou tel point de la réglementation en cas de manquement. Elle peut également ordonner à une entreprise de traiter des demandes qu'elle a reçues d'usagers, de personnes, donc clients, prospects, etc. Et évidemment, la CNIL, elle inflige des sanctions pécuniaires, donc qui peuvent aller, comme le disait Damien en introduction, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel de l'exercice précédent de l'entreprise. Pour les manquements les plus graves, par exemple, tous les manquements qui vont toucher au consentement des personnes, à l'exercice des droits. Vous voyez, on revient souvent sur cette question de l'exercice des droits et je pense que c'est vraiment un point important à considérer pour cette mise en conformité au regard de la réglementation. Dans certains cas, évidemment, les sanctions prononcées par la CNIL peuvent être rendues publiques. Donc, vous pouvez aller voir, hein, si vous êtes curieux, sur le site de la CNIL, il y a des sanctions. On peut les consulter et des fois, dans les délibérations de la CNIL, on voit que cette sanction est rendue publique pendant, par exemple, une durée donnée. En général, c'est de 2 ans. Donc, on va voir quel est le nom de la société qui a été sanctionnée. Et ce que je voulais vous dire d'autre aussi par rapport aux sanctions, c'est que on pense toujours que la CNIL va sanctionner de
très grosses entreprises. Oui, certes, si on regarde de près, donc une bonne partie du montant des amendes, par exemple, pour 2020, concerne des entreprises comme Google, Amazon, etc., ou Carrefour, par exemple. Mais il y a également des sanctions pécuniaires d'un montant inférieur, hein. Il y a des sanctions pécuniaires d'un montant de 3 000 euros, de 6 000 euros, 10 000 euros. Donc, en fait, ce n'est pas réservé qu'aux plus gros, et même une petite entreprise peut être concernée par des sanctions pécuniaires, d'où l'intérêt, encore une fois, de se mettre en conformité euh, et, euh, et d'essayer, voilà, de mettre ces quelques actions de base en place si ce n'est pas encore fait, si ce n'a pas encore été fait. Alors voilà, donc quelques chiffres sur les contrôles de la CNIL. Donc en 2020, la CNIL a effectué donc 247 contrôles. Bon, ce chiffre ne fait peut-être pas peur, mais ce que j'aimerais vous préciser, c'est que derrière ces 247 contrôles de la CNIL, il y a 6500 investigations et enquêtes qu'elle a menées, et la plupart, donc presque la moitié de ces enquêtes, sont déclenchées par des plaintes qui viennent à la CNIL par des personnes qui sont mécontentes, qui n'ont pas pu, par exemple, exercer leurs droits, ou qui constatent effectivement des pratiques qui ne seraient pas respectueuses du RGPD. Voilà. Donc en 2020, la CNIL elle a reçu environ 14 000 plaintes. Et lorsque la CNIL elle reçoit 2, 3, 4 plaintes qui vont concerner la même entreprise, le plus souvent, donc elle va déclencher derrière une investigation, une enquête, et elle va effectivement aller vérifier si l'entreprise a des pratiques conformes ou pas. L'autre point sur lequel je voudrais mettre l'accent, c'est qu'en 2020, la CNIL elle a effectué 82 contrôles en ligne. Alors la CNIL, elle procède de plus en plus à des contrôles en ligne. Ce n'est pas la seule forme que peuvent prendre ces contrôles, puisqu'à la CNIL, elle peut aller contrôler une entreprise sur place, elle peut aussi effectuer un contrôle sur pièce ou sur audition. Et là, on voit que le contexte de la crise sanitaire, donc l'année dernière, a fait que la CNIL elle a procédé quand même à pas mal de contrôles en ligne. Et je pense que cette tendance va se poursuivre également en 2022, d'où l'intérêt, là encore, d'aller vérifier que votre site Internet est aux normes. Voilà donc l'une des actions à faire, bien évidemment, parmi d'autres, pour se mettre en conformité. Et sachez également qu'en 2022, donc la CNIL va avoir des effectifs renforcés, donc ces effectifs vont être augmentés l'année prochaine. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est que depuis l'entrée en vigueur du RGPD, donc il y a 3 ans, le nombre des plaintes de personnes a augmenté de 62%. Donc, les personnes exercent de plus en plus leurs droits, vont voir la CNIL, vont lui signaler des pratiques non conformes. Alors, les thématiques, oui, Damien. Oui, merci. Je peux aussi compléter ce que tu viens de dire avec un chiffre, alors même pas un chiffre, mais un constat. C'est que depuis la mise en place de ce RGPD dans toute l'Union européenne, c'est quand même la France qui a mené le plus de contrôles et qui a sanctionné le plus ces entreprises. Donc les autorités françaises, pour le coup, sont très sensibles à ce sujet et pour preuve, c'est elles qui ont annoncé et émis le plus de sanctions depuis ce mai 2018 où ce RGPD est arrivé. Oui, effectivement. Donc la France fait partie des premiers, hein, et sur la liste des premiers quant, par exemple, au montant des sanctions pécuniaires infligées. Donc, Ouais, la c'est ça. CNIL, l'autorité de contrôle est là, donc on le voit, on le sent bien. Donc, merci Damien pour cette remarque très pertinente. Effectivement, c'est le cas. Et donc, ça nous permet d'enchaîner sur le point suivant qui est les thématiques prioritaires de contrôle de la CNIL en 2021. Alors, sachez que chaque année, la CNIL fixe des thématiques prioritaires de contrôle et une partie des contrôles
ont pour origine justement ces priorités. Donc, elle va aller en priorité contrôler ces points-là chez les entreprises. Donc, pour 2021, même si on est à la fin de l'année, sachez que les priorités de contrôle étaient donc la cybersécurité. Alors, un petit mot pour la cybersécurité. Pourquoi ce point? Alors, sachez que cette stratégie de contrôle, elle a déjà été initiée en 2020 et donc la CNIL, elle a continué à pousser dans ce sens en 2021. Pourquoi? Eh bien, d'une part, puisque nous connaissons donc tous le contexte de la crise sanitaire et donc la digitalisation constante de nos rapports. Et puis, pourquoi la deuxième raison aussi, c'est parce que en fait, l'un des manquements le plus souvent constatés en cas de contrôle par la CNIL, eh bien, ce sont les défauts de sécurité des systèmes d'information et des sites Internet. Et c'est là, effectivement, qu'il y a le plus gros risque de violation des données personnelles. Voilà pourquoi la CNIL a donc mis l'accent sur cet aspect en 2021. Le deuxième sujet prioritaire de contrôle, c'était les données de santé. Là encore, l'actualité joue pour beaucoup. La numérisation également du secteur médical, mais aussi, sachez que donc, la CNIL, elle œuvre dans le but de sécuriser davantage et de plus en plus nos données de santé. Voilà pourquoi donc, ça faisait partie de ses priorités de contrôle. Et enfin, voilà, nous y voilà encore une fois sur les cookies. Les cookies, c'est parce que depuis 2020, la CNIL, elle voulait donc s'assurer du respect des règles sur le ciblage publicitaire et sur le profilage, que ces règles soient bien respectées par les entreprises. En plus, comme je vous disais, la CNIL, elle a adopté de nouvelles lignes directrices en septembre 2020. Et donc, les cookies, très important. Voilà, il faut se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation. Ça fait partie des priorités de contrôle. Et par exemple, là, l'une des dernières sanctions infligées par la CNIL concerne donc Le Figaro. Pourquoi? Donc, c'est une non-conformité liée aux cookies et donc ce contrôle a été déclenché tout simplement par la plainte d'une personne qui utilisait le site internet. Donc soyez vigilants sur ce point-là. Et puis le petit mot donc, de la conclusion. Avant de terminer cette présentation, je voudrais donc vous dire que la plupart du temps, je pense, vous me direz si ce n'est pas le cas, mais les dirigeants d'entreprise voient dans la mise en conformité plutôt une contrainte réglementaire, donc une obligation donc légale supplémentaire, du temps du travail qui est consacré sur ce sujet et qui du coup n'est pas consacré sur les affaires. Donc on y met du temps. Mais se mettre en conformité vis-à-vis de cette réglementation a également des atouts. Le premier, c'est évidemment de ne pas se faire sanctionner en cas de contrôle. Donc ça, c'est une chose, mais sachez qu'une mise en conformité, ça a aussi l'avantage de se différencier par rapport à ses concurrents, pourquoi pas, et puis aussi de gagner la confiance de vos clients, de vos prospects. Donc, la mise en conformité au regard de la réglementation RGPD a bien des atouts et donc n'hésitez pas à les exploiter, n'hésitez pas à mettre en place les actions de base dont on a parlé, n'hésitez pas à aller plus loin et donc à vous informer de façon constante. Il faut faire une veille sur cette question. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail sur la mise en conformité, donc il s'inscrit dans la durée. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on estime être en conformité, c'est qu'on le sera d'ici quelques mois ou l'année prochaine. Comme vous le savez, la réglementation en matière de protection des données, elle évolue. Les interprétations des autorités de contrôle aussi. Donc, c'est un mouvement permanent, en fait, c'est une évolution constante, cette question-là. Donc, il faut rester en veille, il faut travailler sur le long terme
Voilà, même si au début, peut-être que votre documentation en la matière ne sera pas parfaite, eh ben, il faut, euh, il faut commencer à mettre des actions en place. Et voilà, rester en veille. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, pour terminer sur le sujet des contrôles, là encore, je vous recommande d'aller sur le site de la CNIL, de vous documenter. Elle a publié une charte des contrôles qui vous explique la procédure, le process. Donc, allez la lire. Comme ça, vous aurez des idées de comment ça se passe, comment ça se déroule un contrôle de la CNIL. Et l'autre conseil que je peux vous donner également, c'est essayer d'anticiper un process, encore une fois, interne à mettre en place. Donc, mettez-vous en situation. Si demain, vous avez un contrôle de la CNIL, eh bien, quelle sera la personne qui va apporter des réponses, où se trouvent les informations, où se trouve le registre, etc. Anticiper et coopérer avec l'autorité de contrôle. Ça, c'est aussi important. Voilà. Donc, j'ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie pour votre attention.